Donc on débute par la partie 1, l'appréhension du système comptable français. On va fixer l'ensemble des bases, une bonne partie du vocabulaire. Donc très important que vous preniez dès maintenant l'habitude, lorsque vous regardez les vidéos, vous aviez de quoi noter, vous prenez des notes, et si besoin, vous arrêtez la vidéo, vous mettez sur pause et vous relancez. Dans cette partie, il y aura donc 3 chapitres. On commence par le premier chapitre qui va nous expliquer comment la comptabilité est passée de la partie simple à la partie double. Bien, donc pour expliquer l'évolution de partie simple à partie double, on se positionne avant le 15e siècle, puisque à partir du 15e siècle, on est en partie double. On va chez un commerçant médiéval qui crée son entreprise. Elle crée son entreprise en début d'année, on est début janvier, elle dispose de 16 000 € en caisse et elle réalise donc un certain nombre d'opérations. Par exemple, le 5 janvier, elle achète des marchandises pour 10 000 €, au 10 janvier, elle en vend, elle en achète, etc. etc. L'idée, c'est de faire la comptabilité en partie simple de cette entreprise, de ce commerçant médiéval. Et pour ça, on va tenir un compte de caisse, un compte de recettes et de dépenses. Alors voici comment ça se présente. À gauche, les recettes, à droite, les dépenses. Donc les recettes, c'est les entrées d'argent. Les dépenses, ce sont les sorties d'argent. Comment est-ce qu'on utilise ce document? On va mettre les dates de la recette ou de la dépense dans la colonne date. Dans la colonne libellé, pour chaque date, on va expliquer l'origine du flux d'argent. Est-ce qu'on a acheté? Est-ce qu'on a vendu? Est-ce que c'est un salaire? Et puis, enfin, dans les colonnes montants, on va indiquer la somme d'argent qui a été soit reçue, soit donnée. Donc l'objectif, c'est de partir des informations qu'on avait sous un tableau simple et de transformer ces informations, de tenir le compte caisse, recettes, dépenses. Donc à vous, vous mettez sur pause, vous avez le document, vous l'avez recopié sur votre feuille. Essayez de remplir ce compte, recettes, dépenses. C'est la façon dont vous êtes, normalement, vous avez l'habitude de faire vos comptes, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, en tant qu'argent liquide, on va dire, en tant que monnaie. Donc vous avez essayé de faire, on va voir ce que ça donne. Donc première chose, on a souvent tendance à oublier, on vous dit que l'entreprise, elle débute son activité avec 16 000 € en caisse. Donc il faut mettre cette information. On a donc au départ un solde initial, une recette de 16 000 € au 1er janvier. Première opération, au 5 janvier, on achète des marchandises pour 10 000 €. Ça constitue une dépense. Hein. J'ai de l'argent qui est sorti. Donc j'ai une dépense qui correspond à un achat pour 10 000 €. Au 10 janvier, j'ai vendu, donc cette fois-ci j'ai une recette. J'ai une recette de 13 000 €, donc colonne de recettes. Au 15 janvier, j'ai acheté, donc on est cette fois-ci dans la colonne dépenses. Et ainsi de suite. Donc prenez le temps. Alors comment est-ce qu'on termine ce compte? On va faire le total des recettes, le total des dépenses. Donc on a 48 000 € de recettes, 31 600 € de dépenses. Il y a une différence entre les deux qui fait qu'on a un solde final de 16 400 €. On va l'inscrire du côté qui permet d'équilibrer, en fait, qui permet d'avoir 48 000 et 48 000. Et donc, si vous regardez dans la colonne dépenses, on a 31 600 au départ de dépenses. Si je rajoute bien mon solde final de 16 400 €, je retombe bien sur les 48 000 que j'ai du côté recettes. Donc en fait, dans ces comptes, les sommes d'argent, elles apparaissent une seule fois, soit d'un côté, soit de l'autre. C'est pour ça qu'on parle de comptabilité en partie simple. Ça apparaît dans une seule partie. Alors on continue, toujours dans cette comptabilité en partie simple. La question quand même pour un commerçant, c'est de savoir combien est-ce qu'il a gagné. Quel est son résultat? Ce terme de résultat, il faut que vous le connaissiez, c'est de savoir combien il a gagné. Alors ça va un petit peu plus loin que ça. Donc on reste chez notre commerçant. Il a débuté son activité, il n'avait que les 16 000 €. Et donc à la fin, il lui reste 8 000 € de marchandises. Il n'avait pas de marchandises, il n'avait rien du tout. Il a acheté, il a vendu. Il lui en reste pour 8 000 € à la fin du mois de janvier. Donc l'idée, pour déterminer combien il a gagné, c'est de savoir combien son patrimoine a augmenté, puisqu'en fait, le résultat, c'est l'augmentation du patrimoine, l'augmentation de sa richesse. Alors, comment est-ce qu'on détermine son patrimoine? Il y a ce qu'il a en caisse. C'est le compte précédent. Il avait 16 000 € au début
de l'année en caisse. Il finit l'année avec 16 400 euros. On a donc une augmentation de l'argent en caisse de 400 euros. Il n'avait pas de stock au début de la période. Il a maintenant 8 000 euros de stock de marchandises. Donc on a un accroissement du stock de 8 000 euros. Conclusion, son patrimoine a augmenté de 8 400 euros. On parle bien de patrimoine. Et donc comme ce patrimoine a augmenté, on va parler de bénéfice. C'est un résultat qui est positif. Alors là, on a tenu un seul compte pour une entreprise. Dans un même compte, on a mis tous les achats, les ventes, les salaires, etc. Lorsqu'on va être dans des entreprises avec plus d'opérations, plus importantes, on se rend compte que là, c'est un petit peu éloigné de la réalité. On va diviser le compte qu'on avait en gros là en des sous-comptes. Ici, par exemple, on peut avoir 4 sous-comptes. On peut regrouper dans les achats un compte achat, un compte vente, un compte salaire et un compte impôt. Voilà ce que ça donne. J'ai regroupé, plutôt que d'avoir un seul tableau, j'ai 4 tableaux. Un qui s'appelle achat, un qui s'appelle salaire, un qui s'appelle impôt et un qui s'appelle vente. J'ai juste regroupé dans des comptes différents. Je n'ai rien changé dans la façon d'enregistrer mes recettes et des dépenses. Alors, ça marche quand tout est simple, sauf que la vie économique, c'est diversifié, c'est complexifié, et en fait, le crédit s'est développé. Et donc, si le crédit se développe, ça permet de développer l'économie, puisque si on prend historiquement, avant la naissance du crédit, pour pouvoir acheter, il fallait avoir déjà l'argent. Avec le crédit, on fait un emprunt, on nous donne l'argent, grâce à l'argent, on peut acheter, on peut donc derrière revendre, et avec les bénéfices qu'on a fait, on va pouvoir rembourser sa dette. Donc la naissance du crédit a permis le développement de la vie économique. Mais ça veut dire que désormais, on va avoir des créances et des dettes. Donc en plus des comptes de recettes et de dépenses qu'on avait précédemment, on a créé des nouveaux comptes, les comptes de tiers. Jean, Paul, tous ceux à qui on doit l'argent ou tous ceux qui nous doivent de l'argent. Donc on va continuer avec un exemple. On va aller maintenant chez un commerçant milanais du XVe siècle qui réalise des opérations en livres. Même principe que tout à l'heure, même type d'information que tout à l'heure. J'achète, alors sauf que là, lorsque j'achète ou je vends, on va préciser si j'achète à crédit, c'est-à-dire que lorsque j'achète, je n'ai pas de paiement tout de suite, ou est-ce que j'achète au comptant, et dans ce cas-là, je vais avoir le paiement tout de suite. Donc dans la comptabilisation, ça va changer un petit peu puisqu'on va devoir créer des comptes de tiers. Alors ici, on va reprendre une opération pour voir ce que ça donne. On va donc analyser l'opération du 13 février qui nous dit « Je vends à crédit des marchandises à Potter qui est situé à Hambourg pour 72 000 livres. » Alors si j'analyse l'opération, j'ai donc moi le commerçant et mon client, puisque je lui vends des marchandises, mon client qui s'appelle Potter. Je lui vends des marchandises pour 72 000 livres. Et lui me dit, ah ben non, je paierai plus tard. Je vends donc à crédit. Et donc moi, je n'ai plus les marchandises que j'ai vendues, mais je n'ai pas encore l'argent. Par contre, j'ai ce qu'on appelle une créance. Donc tout ce vocabulaire-là, vous pouvez le noter dans les termes à connaître, savoir ce que c'est. Nouveau terme, ici, j'ai une créance, c'est-à-dire qu'on me doit de l'argent. Donc Potter, c'est notre client, c'est un tiers qui nous doit des sommes d'argent. Je vais donc tenir un compte spécifique pour ce client, ce tiers, cette entreprise qui n'est pas la mienne, qui est extérieure à la mienne, qui est Potter. Donc je prends un compte tout simple, sauf que comme c'est un compte de tiers, ce n'est pas des recettes et des dépenses, c'est 2 colonnes, on garde le tableau simple avec 2 colonnes qui sont débit et crédit. Alors, on a dit c'est un commerçant milanais. Pourquoi milanais? En fait, parce que c'est en Italie que s'est développé cet apprentissage, cette comptabilité et développement du crédit. C'est fait principalement dans le bassin italien, qui était l'interface entre l'Orient et l'Occident. Donc, cette colonne débit, en fait, ça vient de l'italien qui veut dire debito, qui signifie dette. Donc, dans cette colonne débit, on va inscrire les sommes dues par le client. Donc les sommes dues par le client sont inscrites par convention dans la colonne de gauche. Et cette colonne de gauche, elle s'appelle aujourd'hui encore partout débit. Donc vous devez apprendre par cœur que la colonne de gauche, c'est débit.
À la colonne de droite, on va inscrire les sommes dont le fournisseur est créancier par convention. Et donc cette colonne de crédit signifie créance. Donc débit, doit, crédit, créance. Mais on se positionne du point de vue du tiers. Donc ici, comment je remplis ce compte? Au 13 février, je vends des marchandises. Sauf que mon compte là, ce n'est pas un compte de recettes et dépenses, c'est un compte de tiers. Donc je sais qu'au 13 février, Potter me doit 12 000 euros. Et pourquoi il me doit 12 000 euros? Parce que je lui ai vendu des marchandises. Si on regarde les autres opérations qu'on a fait avec Potter, donc vous reprenez l'énoncé juste avant et vous essayez de faire, voilà ce que ça donne. Donc on a fait celle du 13 février. On va donc faire celle du 24 février. Donc le 24 février, il me paye. Donc cette fois-ci, j'annule le fait qu'il me devait les 72 000. Le 25 mars, je lui vends encore une fois à crédit. Donc au 25 mars, Potter me doit 46 000 livres. Et je peux ainsi calculer le solde du compte. C'est un solde qu'on va nommer débiteur de 46 000 livres, qu'on inscrit comme tout à l'heure dans la colonne qui permet d'ajuster, d'égaliser les deux colonnes, les totaux des deux colonnes. Et donc c'est un solde débiteur parce que j'ai plus de débit que de crédit. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce vocabulaire-là par la suite. Là, on fait un petit historique pour que vous compreniez un petit peu d'où vient un petit peu le vocabulaire suivant. Alors, on continue. Première question. Pour voir si vous avez bien compris. Vous avez vos notes, donc normalement, il n'y a pas de souci. Combien nous doit Potter à la fin de la période? Est-ce qu'il nous doit 46 000 livres? Est-ce qu'il nous doit 72 000 livres? Est-ce qu'il nous doit 118 000 livres? Je vous laisse réfléchir. Vous répondez sur votre feuille. Voilà. La réponse, c'est 46 000 livres. Puisque c'est le solde du compte qu'on vient de déterminer. Deuxième question. Dans le compte de tiers Potter, on a inscrit une somme au débit. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on inscrit une somme au débit d'un compte de tiers? Est-ce que ça veut dire que Potter nous doit de l'argent ou est-ce que ça veut dire que nous devons de l'argent à Potter? Réponse, on se positionne du point de vue du tiers, donc ça veut dire lorsqu'on inscrit une somme au débit que Potter nous doit. On se positionne du point de vue de l'autre pour comprendre la signification de ce que ça veut du mot débit doit. Allez, on continue. J'étais un petit peu vite. Donc vous reprenez l'énoncé, vous essayez de faire ce qu'on a fait sur Potter, vous essayez de remplir le compte. Et après, voici donc la petite question qui suit pour voir si vous avez bien réussi. Donc, vous avez essayé de faire les comptes, vous avez fait pause, vous avez essayé de faire les comptes. Une fois que vous avez les comptes de Potter, à la fin de la période, on doit à Granger 30 000 livres, 85 000 livres, 115 000 livres. Granger nous doit 85 000 livres. Réponse, on doit 30 000 livres à Granger. Voici le compte que vous auriez dû faire. Donc on commence au 8 février. 8 février, on achète à crédit. Donc Granger a une créance sur nous de 85 000 livres. Au 15 février, on achète à crédit. Donc Granger a une créance sur nous de 30 000 livres. Au 22 mars, on paye 85 000 livres. Donc on annule une créance. Donc le contraire, vous avez compris que le contraire de débit, c'est crédit. Et donc le contraire de crédit, c'est débit. Et donc finalement, on se retrouve avec un solde de 30 000 livres. C'est-à-dire qu'on doit encore à Granger 30 000 livres. C'est un solde créditeur. Granger a une créance sur nous de 30 000 livres. Alors, que se passe-t-il pour les autres comptes? On a toujours nos recettes et nos dépenses. On ne fait pas que des achats et des ventes à crédit. Donc ici, vous regardez, j'ai tenu le compte caisse, recettes, dépenses. On a peu d'opérations, donc je n'ai pas séparé les comptes. Donc le compte caisse se présente ainsi. On a vendu au comptant à Potter. Potter nous a payé au 24 février.
On a payé Granger au 22 mars, on a vendu au comptant pour 9000 livres au 28 mars, et donc on se retrouve avec 80 000 euros de recettes, 85 000 euros de dépenses. J'ai pas repris le solde initial. En fait, on se rend compte ici qu'on ne peut pas cette fois-ci, et déjà tout à l'heure on n'a pas pu le faire, calculer le résultat, c'est-à-dire l'accroissement du patrimoine, à partir de ce seul compte caisse. Puisqu'en fait, ce sont les opérations d'achat et de vente qui vont générer du patrimoine et non pas les paiements. Hein, c'est pas parce que j'ai des paiements que j'ai du patrimoine qui a augmenté. Donc lorsqu'on a vendu, le patrimoine augmente, soit d'une créance, soit d'une somme d'argent. Mais ce qu'il faut, par rapport à tout à l'heure où on a essayé de calculer le résultat de notre autre entreprise, on a pris le solde de caisse qui avait augmenté, l'augmentation de la caisse et l'augmentation des stocks. Ici, en fait, la caisse, elle ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les opérations qui peuvent générer du patrimoine dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est non pas les recettes et les dépenses, mais les débits et les crédits qui sont issus, en plus des comptes caisse, des achats et des ventes. Bon, alors, j'étais un petit peu confuse. On va revenir dessus après. En fait, ici, à retenir, je ne peux pas calculer le résultat à partir du seul compte caisse. Ce n'est pas possible. Du coup, on a en fait besoin d'un compte de résultat. Hein, j'ai été confuse. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire sans créer un nouveau compte. Le compte de résultat, il s'est aussi appelé précédemment le compte de perte et profit. Aujourd'hui, on parle d'un compte de résultat. C'est un compte qui permet de calculer le résultat. Dans ce compte de résultat, c'est un compte, on va voir après, avec deux colonnes. Donc on a deux cas de figure. Premier cas de figure, on a des opérations qui ont un effet positif sur le résultat, c'est-à-dire ça accroît le patrimoine. Exemple typique, les ventes. Ces opérations-là, qui ont un effet positif sur les résultats, on va les appeler des produits. C'est un terme qu'il faut que vous reteniez, hein, les produits. Et donc, par construction, par définition, les produits augmentent le résultat. Deuxième cas de figure, on a des opérations qui ont un effet négatif sur le résultat. Cette fois-ci, j'ai une réduction du patrimoine. Les achats, par exemple, hein, lorsque j'achète, mon patrimoine se réduit. Et donc, on va appeler ces opérations qui ont un effet négatif sur le résultat, sur le patrimoine, des charges. Et donc, par définition, les charges diminuent le résultat. Donc, ça fait beaucoup de vocabulaire qu'on voit. Il faut vraiment que vous l'appreniez. Ça sera indispensable pour la suite du semestre. Et puis, vous verrez que d'ici un mois, ce sera évident. Enfin, j'espère pour vous. Alors, ce compte de résultat, à quoi il ressemble? Voilà, j'ai donc mis mes achats et mes ventes, grosso modo. Et donc, dans ce compte de résultat, je n'ai que les achats et les ventes, mais les achats aussi bien à crédit que comptant, et les ventes aussi bien à crédit que comptant. On verra par la suite qu'il y a d'autres opérations que les achats et les ventes qui rentrent dans le compte de résultat. On va avoir tout le semestre pour voir ça. On va faire les choses petit à petit. Là, c'est juste que vous entendiez du vocabulaire qu'il faut que vous compreniez. Donc ici, dans mon compte de résultat, colonne de gauche, ce sont les charges. Colonne de droite, ce sont les produits. Ici, je fais le total des charges, total des produits. Et en faisant la différence entre les deux, je trouve une différence de 12 000 euros. Comme on a fait précédemment, on va inscrire cette somme dans la colonne qui permet d'égaliser. Ici, j'ai bien 127 000 et 127 000. Donc mon entreprise, là, a eu un accroissement de son patrimoine, c'est-à-dire un résultat, un bénéfice de 12 000 euros. Bien, alors, en fait, on vient de passer, sans vous vous en rendre compte, on vient de passer de la comptabilité en partie simple à la comptabilité en partie double. Puisque entre les comptes recettes-dépenses, les comptes de tiers, Potter, Granger, et les comptes de résultat, le compte de résultat, on se rend compte que chaque opération a fait l'objet d'une inscription dans deux comptes distincts, une fois dans une colonne, une fois dans l'autre, donc une fois à droite, une fois à gauche. On va prendre juste un exemple qui est Potter. Regardez Potter, quand est-ce que vous avez enregistré des opérations pour Potter? C'est bon, vous avez trouvé? C'est un peu confus, hein, il y en a un peu partout. Si vous regardez bien, vous devez trouver dans le compte
Potter, donc le compte client Potter, un débit de 72 000 livres. Et dans le compte de résultat, vous devez trouver un crédit de 72 000 livres. Donc une même opération a été inscrite 2 fois. C'est la comptabilité en partie double. Alors, cette comptabilité en partie double, elle a plein d'intérêts, on va le voir par la suite. Mais bon, d'avoir des comptes avec marqué recettes, dépenses, des comptes avec marqué charges et produits, des comptes avec marqué débit, crédit, au fur et à mesure de l'évolution de notre société, on s'est rendu compte que c'était un peu trop compliqué. Donc on a décidé, enfin ça s'est décidé comme ça au fur et à mesure, d'uniformiser les noms des colonnes dans les comptes. Et donc aujourd'hui, un compte partout en monde. Voici comment il se présente. La colonne de gauche, c'est débit. Et la colonne de droite, c'est crédit. Hein, donc colonne de gauche, débit, colonne de droite, crédit. Il faut que vous appreniez ça par cœur. Donc un petit exercice pour vous aider là quand vous allez, je sais pas, vous allez aux toilettes. Réfléchissez non pas je vais à droite, je vais à gauche pour donner des directions, mais plutôt je débite quand je vais à gauche et je crédite quand je vais à droite. Hein, à vous de voir un petit peu, essayez de vous entraîner 2-3 fois comme ça, avec vos voisins, vos voisines, en vous levant le matin, en vous couchant le soir, en rentrant. Essayez de vous poser des petites questions et en 5-10 minutes d'effort, vous vous en souviendrez très bien. Mais ça doit être de l'automatique encore plus instinctif que l'étape de multiplication. Débit c'est à gauche, crédit c'est à droite. Pour ceux qui ont des difficultés à à mémoriser, juste un petit moyen mémotechnique si vous bloquez un petit peu, mais dans ce cas-là on prend un peu plus de temps, mais ça peut être utile au début. C'est dans le sens inverse de l'ordre alphabétique. Moi c'est mon moyen de vous en souvenir. Si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas. Et il faut vraiment que vous connaissiez débit à gauche, crédit à droite. Hein, donc débit à gauche, crédit à droite. Ok? Bien. Alors, si on conclut un petit peu sur l'évolution de cette comptabilité en partie simple, en partie double, de l'intérêt que ça a eu, de l'évolution un petit peu. Ça a permis en fait quand même le développement de nouveaux comptes. On en a vu quelques-uns. On en a développé au fur et à mesure de l'évolution de la société. On en a développé de nouveaux. On a créé des comptes pour expliquer la composition du patrimoine de l'entreprise. On a créé un compte immobilisation, un compte stock. On les verra au fur et à mesure. Hein. Stock, c'est du deuxième semestre, hein, donc vous inquiétez pas, on n'en parlera pas maintenant. On a créé des comptes pour expliquer l'origine du financement de l'entreprise, le capital, l'emprunt. Et puis, on a aussi créé des comptes pour prévoir des dépenses futures, hein, dans l'idée de dire, je sais que je vais avoir, je change une machine, etc. On allait créer les comptes d'amortissement, de provision et des dépréciations. Ces comptes-là aussi, de prévision des dépenses futures, ce sera des comptes qu'on verra uniquement au second semestre. Hein, donc, voilà, la majeure partie des comptes, on les a déjà plus ou moins vus, vous avez déjà compris l'essentiel. On va développer, parce que là vous êtes dans le flou, ce qui est normal. On a tout le semestre pour vous expliquer tous les comptes, comment ils fonctionnent et comment on va travailler avec dans l'entreprise. Comme ça, normalement, vous serez opérationnel si vous voulez travailler en tant que comptable assez rapidement. Alors cette méthode comptable, elle a des objectifs, mais elle a des limites. Alors l'intérêt, c'est qu'elle permet d'observer des flux qui sont mesurés en unités monétaires. Même si on a des flux physiques de nature différente, si on les valorise en monnaie, on va être capable de comparer ces flux qui ont la même nature monétaire. Ça va permettre de contrôler les flux. C'est enregistré 2 fois. Hein, donc double enregistrement pour contrôler, c'est très bien. Vous l'avez d'un côté, vous l'avez de l'autre. Ça permet d'éviter les fraudes et donc d'assurer une information comptable fiable, contrôlable, vérifiable, etc. Et ça présente une image de la situation qui résulte de ces flux. Alors, une petite précision qui va être importante pour la suite et que vous compreniez. En fait, dans la comptabilité, on enregistre des flux. Hein, ça fait 2 fois que j'utilise ce terme-là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on observe des flux et on contrôle des flux. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on enregistre en fait ce qui est rentré et ce qui est sorti de l'entreprise. Et à la fin d'un compte, on a calculé un solde. Et en fait, la solde, c'est ce qu'on sait en stock. Hein,
c'est un stock d'argent ou un stock d'informations, on verra un petit peu plus tard, c'est une différence de deux flux. Un flux d'entrée, un flux de sortie. Le solde, c'est donc la situation de ce qui existe dans l'entreprise à un instant donné. Pour avoir des informations précises, on va découper en fait l'information de l'entreprise, on va découper en flux pour avoir des informations précises. Donc, si on continue maintenant un peu plus dans les limites, mode image comptable, on a dit, elle ne prend en compte que les informations chiffrées. C'est donc une information qui est réduite, qui déforme un petit peu la réalité. Alors, c'est difficile de décrire la réalité d'une entreprise, l'information comptable le fait, mais en prenant un parti pris de ne prendre que les informations comptables. C'est-à-dire que dans la comptabilité, par exemple, que le fait que vous embauchiez un salarié qui a 20 ans ou qui a 30 ans, s'il n'y a pas de différence de salaire, c'est des informations qui n'apparaîtront pas en comptabilité. Et donc, tout ce qui est climat social, pyramide des âges, compétences des salariés, tout ça, c'est des informations qui ne sont pas prises en compte dans la comptabilité. Pour décrire cette activité de l'entreprise, on a dit à un moment donné, on a besoin de connaître le résultat de l'entreprise. Et donc, ce qu'on fait en fait de façon artificielle, c'est qu'on découpe de façon périodique l'activité de l'entreprise. Et pourtant, l'activité de l'entreprise, comme notre vie, ne s'arrête pas. Donc on a quand même une image un petit peu tronquée, où on fait comme si le temps s'arrêtait en fin de période, et on dit, voilà ce que l'entreprise a gagné, voilà ce qu'elle est, etc. Donc c'est une image à un instant T, sachant que si vous prenez une photo, c'est une image à un instant T, c'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité vue à travers un appareil photo au moment où vous avez pris la photo. La comptabilité, c'est pareil. Et donc, ce découpage de l'activité d'entreprise, cette période comptable qu'on mesure, ça s'appelle un exercice comptable. Ça fait partie d'un terme comptable que vous devez connaître. Donc, un exercice comptable, c'est une période d'observation de la comptabilité. C'est généralement 12 mois. On verra au fur et à mesure. Donc, pour conclure sur ce premier chapitre, qui vous met un petit peu le pied à l'étrier, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas compris, on est toujours dans découverte, donc il n'y a pas de t'aider à proprement parler sur ce premier chapitre, on va y venir au fur et à mesure. Là, c'est de la culture avec du vocabulaire qui est introduit, et c'est ce vocabulaire-là que je veux que vous appreniez tout de suite. Donc pour conclure, on va dire que la comptabilité, elle est vieille, plusieurs millénaires, et en fait, elle évolue constamment. Les principes comptable, le fonctionnement de la partie double depuis le 15e siècle, ça n'a pas évolué, mais différentes opérations comptables évoluent au fur et à mesure que l'économie évolue. Donc la comptabilité, c'est une science qui doit évoluer en fonction de l'économie. Voilà, donc c'est fini pour cette première vidéo, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Revenez sur la classe virtuelle, entre guillemets, vous aurez accès à mon mail, à vos informations diverses et variées, des petits quiz ou des petits jeux, et puis n'hésitez pas à revisionner, prendre des notes, vous partagez les notes entre vous, et je vous souhaite bon courage et à bientôt sur la vidéo suivante.